Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis-Simon Faure, je suis le dirigeant fondateur de Lideria. Lideria aujourd'hui, c'est un cabinet de recrutement qui existe depuis 16 ans. Nous intervenons pour 250 projets par an de recrutement en CDI, en management de transition et aussi en assessment. Nous intervenons de la terre à la table, ce qu'on appelle les filières de l'alimentaire, donc de l'agricole, en passant par les ingrédients, les produits finis, pour aller jusqu'à l'hôtellerie, restauration et le tourisme. J'ai avec moi Anaïs qui est en charge du pôle ingrédients, qui est une de mes associées, et puis Anne-Marie aussi qui est en charge du pôle hôtellerie, restauration, tourisme, derrière, dernière rangée. Alors avant toute chose, un grand merci à Finance Innovation de nous accueillir ce matin dans ce lieu prestigieux, certes, mais avant tout un lieu vivant, tourné vers l'action, au service de celles et ceux qui font bouger l'économie. Et pour cette raison, je suis très heureux de m'adresser à Maximilien Nayaradou, directeur général Finance Innovation, en qualité de nouveau partenaire. Merci aussi à vous toutes et à tous d'être là ce jour au Palais Brongniart. Un remerciement particulier aux intervenants qui ont accepté de venir partager leurs expériences précieuses, concrètes et parfois même sensibles sur un sujet qui touche au cœur du métier d'investisseur, la réussite de la phase de transformation. Vous le savez mieux que quiconque, dans la vie des entreprises, il y a des moments où tout s'accélère. Des opérations de croissance externe, une phase de retournement, une transformation rapide. Dans ces moments critiques, les fonds savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. De plus en plus souvent, ils s'appuient sur un profil encore discret, mais redoutablement efficace, le manager de transition. Alors, le manager de transition, pourquoi ce profil ? Ce n'est pas un messie, ni une femme ou un homme providentiel, mais c'est quelqu'un qui sait faire, qui va vite, à l'essentiel et tout de suite. C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre tous ensemble. Encore une fois, merci Maximilien et à tes équipes pour ton accueil. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne matinée. Merci Louis-Simon. Alors avant de commencer, juste très rapidement, je vous présente Finance Innovation, la filière gestion d'actifs. Qu'est-ce qu'un fonds ? Et ensuite, on laissera la parole à Corinne qui va détailler ce qu'est le private equity. Et ensuite, on écoutera les témoignages de nos managers de transition qui ont travaillé avec des fonds. Alors rapidement, Finance Innovation, c'est le pôle de compétitivité de la finance digitale et de la fintech. C'est une politique publique qui a pour but de booster l'innovation. On a 7 filières, assurance, banque, finance décentralisée Web3, finance durable, gestion d'actifs, gestion et finance d'entreprise et immobilier. Je passe rapidement dessus. On fait des événements, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On aura un événement le 21 octobre 2025, l'Investment Day à la Caisse des dépôts. Donc si les sujets d'investissement, de gestion d'actifs vous intéressent, n'hésitez pas à passer à la Caisse des dépôts le 21 octobre. Voici quelques de nos membres. Donc là, c'est les grands groupes, les startups. Et rapidement, la filière gestion d'actifs à Finance Innovation. La filière gestion d'actifs, c'est une filière qui a labellisé 150 projets. Environ 130 millions d'euros ont été levés par les fintechs qui ont été labellisés par Finance Innovation en gestion d'actifs. C'est 60 startups et scale-up accompagnés qui digitalisent les sociétés de gestion. Et c'est donc 15 événements de ce type qu'on fait au Palais Brongniart. Donc il y a tout un écosystème très actif d'événements. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Finance Innovation si les sujets vous intéressent. On fait des livres blancs. Donc on a fait un livre blanc sur la gestion d'actifs il y a déjà 10 ans, en 2015. On a fait un livre blanc sur la wealth tech, sur la gestion de fortune, sur les robots advisors. Enfin, allez voir, tout est en ligne sur le site de Finance Innovation. Donc, je passe rapidement les thématiques, les membres de la partie gestion d'actifs, l'événement dont je vous ai parlé. Et maintenant, pour commencer notre propos, qu'est-ce que la gestion d'actifs ? Alors là, je vous ai mis les actifs sous gestion des fonds collectifs, d'accord, parce qu'il y a tout ce qui est gestion sous mandat, ça ajoute. Et dans les fonds collectifs, c'est-à-dire où on mutualise la gestion, il y a plusieurs investisseurs qui sont ensemble. On a 2113 milliards d'euros sous gestion en France, donc avec des fonds de droit français. Il y a aussi des fonds qui sont de droit, par exemple, luxembourgeois et qui gèrent de l'épargne française, donc des fonds de droit français. Donc on a 1697 milliards qui sont dans des fonds cotés. Et nous, aujourd'hui, on va parler des 416 milliards qui sont dans des fonds non cotés. Parce qu'en général, les managers de transition, ils travaillent avec des fonds de private equity. Tout à l'heure, Corinne nous expliquera ce que c'est. L'industrie de la gestion d'actifs, c'est 102 000 emplois en France, 695 sociétés de gestion
Et la France est le leader en Europe avec 30% des parts de marché. Donc on a Amundi, Natixis, AXA IM, BNP Asset Management qui sont vraiment des gros leaders de la gestion d'actifs en Europe. Alors, le grand public confond dans la finance le sell side et le buy side. Dans la gestion d'actifs, on est du côté buy side, on est du côté des acheteurs de produits financiers. C'est important parce que dans l'imaginaire populaire, la finance, c'est le trader, il y a tout un imaginaire qui, en fait, quand on travaille dans la finance, c'est une toute petite partie de la finance. Donc, le trader, il est du côté du sell side. Ils vendent du produit financier. Et les produits financiers, c'est qui les font? C'est les banques, les CIB, Corporate Investment Banking. Ils produisent des produits financiers, des obligations, des actions. Ils travaillent pour des émetteurs, ils travaillent pour des grands groupes qui émettent des actions et des obligations pour se financer. D'accord? Donc vous êtes une entreprise, vous voulez émettre des actions et des obligations, vous allez voir une banque qui va vous faire l'ingénierie. Quand vous avez émis ces produits financiers, vous devez les vendre. D'accord? Vous devez les vendre à des investisseurs. Donc vous allez les vendre à des asset managers, buy side. D'accord? Là, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et les fonds d'investissement qui vont investir dans les entreprises de l'agroalimentaire avec lesquelles vous allez travailler, ils sont du côté buy side et ils travaillent pour des investisseurs institutionnels qui ont mis de l'argent et qui veulent que cet argent soit rentabilisé au bout de... on est dans le private equity, donc au bout de quelques années. D'accord? Donc on est du côté buy side et on gère l'argent qui a été confié par des investisseurs. Donc je vous ai dit, le sell side, c'est du côté des banques et du côté des corporates qui émettent des produits financiers et qui veulent se faire financer. Vous avez mis des exemples, Crédit Agricole CIB, Sanofi, une grosse entreprise qui émet beaucoup de produits financiers, et BNP CIB. Le buy side, donc l'asset management, AXA IM, Amundi, du côté du Crédit Agricole, qui gère l'argent du Crédit Agricole, Natixis, qui gère l'argent collecté par BPCE. Et donc, tout cet argent qui est collecté, toute cette épargne collectée, on la place dans des produits financiers qu'on achète du côté sell side. Donc vous voyez bien l'articulation buy side, sell side. Et donc, la gestion d'actifs cotés, je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui 1697 milliards d'euros sous gestion, qui sont 54% en obligations. Les obligations, c'est de la dette, d'accord? Vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise. 33% en actions et 13% en titres monétaires, donc en placement à très court terme. Donc la gestion d'actifs cotés, c'est plutôt pour les grands groupes, d'accord? Plutôt pour les boîtes qui sont du CAC 40, SBF 120, etc. Ensuite, on a la gestion d'actifs non cotés, et là on arrive vers nos sujets de fonds d'investissement qui travaillent avec les managers de transition dans l'agroalimentaire. On a 416 milliards d'euros sous gestion, donc c'est moins liquide, on est plus dans le moyen terme et le long terme, et donc on a 50% qui sont en private equity. Donc Corinne va nous présenter ça dans quelques minutes. On a 29% qui sont dans des fonds immobiliers et on a 19% qui sont des fonds d'infrastructure, donc pour financer des ponts, des routes, etc. etc. D'accord? Et les investisseurs qui sont dans ces fonds-là sont plutôt des investisseurs de long terme, des assureurs, des fonds de pension, des fonds de fonds. Ce n'est pas forcément le même profil d'investisseurs institutionnels qui sont dans les fonds cotés. Donc, dans le côté, on l'a dit, on a le private equity, le real estate et l'infrastructure, les infras. Et maintenant, je laisse la parole à Corinne, qui est une spécialiste du private equity, qui va nous expliquer les subtilités dans ce monde-là. Corinne, à toi la parole. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je suis une spécialiste, mais en tout cas, je vais essayer de vous apporter une idée un peu du panorama général du private equity, c'est-à-dire de l'ensemble des fonds qui travaillent notamment avec le non-coté. Donc, effectivement, là, vous avez un petit résumé rapide. La classification des fonds, elle se fait sur plusieurs catégories. Là, le choix qui a été fait, c'est de les catégoriser à partir du stade de maturité, on va dire, de l'entreprise dans lequel le fonds investit. Ce n'est pas la seule façon de distinguer des fonds, parce qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories, bien sûr, il y a des comportements différents et on va essayer de les passer en revue et puis je répondrai à vos questions si nécessaire. Donc évidemment, tout le monde a une idée, je dirais, de ce qu'est le private equity. Donc je ne vous ferai pas l'injure de vous donner la définition. Mais bon, vous savez pertinemment que les enjeux, c'est de la collecte d'argent. Alors, Maximilien disait les institutionnels, oui. On a quand même de plus en plus de fonds de private equity qui lèvent de l'argent auprès d'investisseurs privés. C'est aujourd'hui une vraie tendance sur le marché. Un certain nombre d'établissements, banques privées et autres qui d'ailleurs
flèchent leurs clients vers des investissements en private equity, y compris dans le non-coté. Donc on a effectivement une certaine dynamique sur le marché de la collecte qui permet d'accompagner les entreprises. Et alors il y a 3 grands stades, on va dire, d'accompagnement de ces entreprises. Le premier, tout le monde le connaît, c'est évidemment ce qu'on appelle le venture capital ou le capital risque, qui est la phase dans laquelle les entreprises sont jeunes. Alors jeune, ce n'est pas une définition extrêmement précise. Jeune, ça veut dire surtout qu'elles sont probablement à une phase où le démarrage n'est pas très loin et où la croissance peut être là, mais pas la rentabilité. Donc ça implique que dans cette phase-là, on prend des risques. C'est pour ça que ça s'appelle le capital risque. Et dans ce cadre-là, les fonds d'investissement sont évidemment d'autant plus attentifs parce qu'ils savent clairement que l'équipe est un sujet majeur pour la réussite du projet et qu'à partir de ce moment-là, scaler une entreprise, c'est-à-dire l'amener à croître, ça nécessite d'avoir les équipes qui conviennent, c'est-à-dire les personnes qui sont capables de le faire. On parlera tout à l'heure potentiellement de la place du management de transition dans ces phases-là. C'est vrai qu'on le voit quand même de plus en plus, même si c'est probablement pas la partie qui est je dirais, privilégiée du côté des acteurs du secteur. Mais en tout cas, on voit effectivement une sensibilité des fonds au sujet de c'est quoi l'équipe qui va me permettre de passer de l'étape où j'investis à l'étape où je gagne de l'argent. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur du venture capital ? Je dirais assez simplement, on se dit, j'ai une conviction forte que l'entreprise qui me présente un plan de développement va réussir à mettre en place ce plan de développement. Donc, j'imagine ce que sera la valorisation de l'entreprise dans 5 ans, puisque c'est 5-7 ans, c'est quand même, je dirais, la période sur laquelle les fonds d'investissement considèrent qu'ils doivent retrouver leur argent et notamment qu'ils doivent le rendre à leurs investisseurs avec idéalement un TRI, bien sûr, parce que sinon, c'est effectivement le deal, en tout cas, qui est fait au départ avec les investisseurs. Et par nature, ils se disent, si la boîte a une chance de valoir tel prix dans 5 ans, je peux prendre un risque aujourd'hui qui correspond à l'acheter à un certain prix. Alors, il faut être clair, il y a plus de risques, donc on attend plus de performance. Donc il est vrai que les fonds de capital risque, en règle générale, vont chercher de la performance en espérant faire x5, mais pourquoi pas x10 sur leur investissement. Donc ils ont quand même des envies, je dirais, d'une rémunération de leur risque. C'est quand même ce qui est le plus, je dirais, important. Je pense que cette partie-là, aujourd'hui, qui n'est pas la partie la plus importante du marché, est quand même une partie extrêmement... alors, qui a été très dynamique, qui l'est un peu moins parce que l'incertitude économique, évidemment, apporte, je dirais, quelques états d'âme aux investisseurs pour prendre des risques. Et donc, quand on parle d'early stage, où il n'y a pas de définition de ce qu'est l'early stage, il faut se dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. L'essentiel de l'investissement en capital risque se fait dans des entreprises qui ont déjà passé un certain stade de développement, même si elles ne sont pas rentables, et qui sont dans une croissance forte et qui ont déjà montré leur capacité sur le marché à être très présentes. Donc ça, c'est la tendance, en tout cas actuelle, même si en effet, sur le papier, il y a des fonds qui sont censés intervenir, y compris dans ce qu'on appelle la phase de seed, c'est-à-dire l'amorçage complet de l'entreprise. C'est quand même de moins en moins fréquent. C'est réservé le plus souvent à des fonds, je dirais, régionaux, qui ont quelque part une mission un peu, je dirais, d'intérêt général pour essayer de dynamiser le tissu économique et pas tellement dans les fonds privés, en tout cas en ce qui concerne le venture capital. Là, on va passer directement à la dernière catégorie qui figure sur le schéma, qui est encore une phase de risque, qui s'appelle le capital retournement. Alors ça, c'est une phase du marché qui est tout simplement le fait de soutenir des entreprises en difficulté qui ont néanmoins un projet et potentiellement, évidemment, un potentiel de redressement. Et il y a un certain nombre de fonds, il n'y en a pas énormément, mais aujourd'hui, on trouve effectivement de plus en plus d'investisseurs qui sont prêts à prendre des risques à ce stade particulier. L'objectif, c'est que autant en venture capital, on investit en général en tant que minoritaire, autant en capital retournement, en règle générale, l'investissement se fait en majoritaire. Il s'agit d'un rachat de l'entreprise et bien évidemment de mettre à la tête de l'entreprise, s'il n'y a pas le manager qui convient, les personnes qui sont susceptibles d'opérer ce redressement, puisque c'est quand même l'enjeu pour le fonds d'investissement, bien évidemment. Ce sont en général des dossiers plus gros. Il y a peu de capital retournement sur des entreprises, sur des PME. On est plutôt sur de l'ETI que sur de la PME, sauf exception. Et c'est une phase du marché qui est quand même encore extrêmement faible en montant et je dirais très très peu répandue. Même si ça, chez nos voisins et notamment allemands, c'est une phase d'investissement qui est très très présent et depuis longtemps en l'occurrence. Et on voit d'ailleurs arriver sur le marché très souvent des fonds allemands, notamment, qui viennent faire du retournement en France, puisqu'ils ont, je dirais, des potentiels et pas tellement de concurrents, on va dire, sur le marché français.
Et puis, prenons la deuxième catégorie, qui est quand même la grosse catégorie d'investissement en France et qui est le plus gros volume d'investissement en private equity, qui est ce qu'on appelle le capital développement. Alors, dans ce capital développement, il y a plein de fonds avec des stratégies différentes et qui n'ont pas les mêmes enjeux et qui n'ont pas la même façon de traiter leur investissement et notamment d'être impliqués ou pas dans comment le projet se développe ou comment il ne se développe pas. Certains de ces fonds, pour les évacuer tout de suite, sont des fonds qui vont investir sur un projet où j'ai tendance à dire qu'ils viennent au secours du succès, hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'entreprise fonctionne bien, tourne toute seule, enfin toute seule avec évidemment une équipe, mais tourne toute seule, c'est-à-dire que personne n'a besoin de venir expliquer aux dirigeants comment s'y prendre. Donc le fonds investit, il attend son retour sur investissement, il est présent une fois par trimestre au board, et puis au bout de 5 ans, il attend son tiroir caisse, tout simplement, c'est-à-dire le fait de pouvoir réaliser sa mise. C'est ça la logique, en tout cas, du capital développement au départ. Dans cette catégorie-là, il y a plein d'autres façons de travailler sur l'investissement. La première façon est celle qui est la plus importante aujourd'hui et qui représente plus de 11 milliards d'euros d'investissement en 2024. C'est ce qu'on appelle le LBO transmission. C'est-à-dire que certains fonds sont spécialisés dans des phases particulières de l'entreprise qui ne sont pas « j'ai besoin d'argent pour me développer, donc je fais rentrer un partenaire à mon capital », mais il y a une transition, qu'elle soit managériale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit liée à des projets de développement beaucoup plus significatifs. Et le dirigeant souhaite effectivement faire un LBO, vendre son entreprise et se la racheter à lui-même, le cas échéant, pour réaliser un peu de cash out. Bref, tous ces contextes-là sont des contextes dans lesquels certains fonds sont particulièrement intéressés, en tout cas à intervenir. C'est souvent des phases particulières puisqu'il s'agit de vendre un projet de développement nouveau, qui change un peu de dimension par rapport à ce que faisait l'entreprise toute seule. Et à partir de ce moment-là, les fonds, effectivement, peuvent être plus ou moins intrusifs. D'abord parce que dans cette catégorie capital développement, il y a des gens qui interviennent en minoritaire et il y a des gens qui interviennent en majoritaire. Quand on est majoritaire, en règle générale, on a tendance à être un peu plus intrusif que quand on est minoritaire. Et quand je dis intrusif, c'est pas négatif, c'est simplement un peu plus concerné, on va dire, par ce que fait l'équipe de direction et donc par nature, bien évidemment, être beaucoup plus présent dans les décisions stratégiques, être beaucoup plus présent dans le fait d'avoir une vision claire de ce que sont les équipes qui conviennent, en tout cas, pour pouvoir développer l'entreprise. Donc, on dit minoritaire-majoritaire, donc il y a des spécialités particulières. Ce qui fait beaucoup, je dirais, le classement des fonds, c'est aussi leur ticket d'investissement. Il y a des gens qui investissent entre 1 et 5, vous en avez qui investissent entre 5 et 10, d'autres qui investissent entre 5 et 30. Chacun définit son critère d'investissement en fonction de ce qu'il considère être la taille de l'entreprise qui, je dirais, est sa cible, bien évidemment, et puis surtout le risque qu'il est prêt à prendre, puisqu'il faut savoir une chose importante en matière de capital développement et de private equity, c'est qu'un fonds, il a une équipe dédiée. Cette équipe, plus il lève d'argent, plus sur le papier, il devrait investir dans des projets nombreux. En fait, l'équipe ne changeant pas forcément proportionnellement au fonds levé, l'objectif, c'est que beaucoup de fonds se sont retrouvés à augmenter considérablement les tickets minimums sur lesquels ils investissent pour avoir un nombre de participations qui est gérable en termes de suivi, bien évidemment. Donc, sur le capital développement, on pourrait encore passer pas mal de temps sur, je dirais, ce que pourraient être d'autres catégories. Alors, vous avez des gens qui interviennent en opération primaire, alors, un terme que vous connaissez peut-être. Opération primaire, c'est la première opération d'une entreprise avec un fonds d'investissement. Opération secondaire, c'est le moment où les fonds sortent, puisque, comme on l'a dit, la plupart des fonds ont une échéance qui a été vendue à leurs investisseurs, bien sûr, et donc ils ont pris un engagement qu'ils investissent à un moment donné, mais qu'on leur donne la possibilité de sortir à un autre moment. Donc ce qui est quand même clair, c'est que sur une période donnée, l'entrepreneur qui se fait accompagner par un fonds doit délivrer un développement, et au terme de ce développement, il y a évidemment une réalisation pour le fonds, et la réalisation pour le fonds, elle implique qu'il y ait éventuellement cession de l'entreprise, si l'entrepreneur n'est pas en mesure de racheter le fonds, ce qui arrive quand même de temps en temps. Donc on n'est pas toujours sur une cession de l'entreprise, mais en tout cas, c'est souvent une phase quasi obligatoire pour que le fonds puisse sortir à cette occasion. Ça nous amène aux opérations secondaires, parce que ce n'est pas toujours une vente à un industriel qui est réalisée au terme de cette première période. Ça peut être tout simplement une vente à un nouvel investisseur qui va accompagner l'entreprise dans une nouvelle phase de développement. Et dans ce contexte-là, on parlera d'opérations secondaires. Ça permettra au premier fonds de faire sa performance et au deuxième d'engager une nouvelle phase de développement. D'ailleurs, le deuxième est parfois
partiellement le premier, hein, qui a considéré que l'affaire était bonne et qui du coup revient le cas échéant pour poursuivre. On a aujourd'hui un développement dans cette catégorie-là, notamment de ce qu'on appelle des fonds evergreen. Des fonds evergreen, ce sont des fonds qui sont en général spécifiques, c'est-à-dire qui travaillent sur fonds propres des gens qui ont décidé de créer le fonds et qui ne se sont pas donné d'échéance. C'est-à-dire que ces fonds-là ne se sont pas donné l'échéance de sortir au bout de 5 ans. Ce qui veut dire que pour l'entrepreneur, c'est évidemment beaucoup plus intéressant parce que ça permet d'avoir un cycle, je dirais, d'investissement qui va coller au cycle de développement de l'entreprise. Parce que la problématique aujourd'hui dans le private equity pour l'essentiel, c'est effectivement que le cycle de développement de l'entreprise ne colle pas forcément avec le cycle de sortie obligatoire du fonds d'investissement, ce qui est donc une problématique quand on se retrouve effectivement dans ces cadres-là. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Petit panorama général à votre disposition évidemment pour répondre à la question plus tard si vous en avez. Et puis je vais passer la main, je dirais, aux gens qui opèrent dans un certain nombre de cas dans cette situation avec des fonds d'investissement ou sans d'ailleurs, hein, je crois. Mais en tout cas, François, c'est toi qui reprends la parole. Donc je vais passer la parole à François pour qu'il vous parle un peu des relations entre les managers de transition et les fonds, qui sont quand même souvent, sinon les donneurs d'ordre, en tout cas, qui poussent fortement à ce qu'il y ait recours à des ressources de cette nature pour faire en sorte d'atteindre leur performance, parce que c'est toujours leur objectif. Voilà, merci. Merci. Rapidement, je vais me présenter. Donc, moi, je suis François Lefebvre, je suis directeur commercial chez Lideria et j'ai en charge le développement de l'activité management de transition avec Laurence Franquiel, ici présente, qui est donc en charge du pôle management de transition. Donc, on a voulu, c'est pas contagieux, hein, c'est terminé. Voilà. On a voulu en effet remettre le manager de transition au centre. Il se dit plein de choses et souvent n'importe quoi sur le management de transition. En tous les cas, il y a un constat qui est fort, c'est quand il y a des mouvements de fonds, en général, il y a une demande, de compétences, il y a une demande de regard neuf, il y a une demande d'expertise et souvent on fait appel au management de transition pour justement passer cette marche et accompagner une entreprise dans son projet de développement, dans son projet de croissance et donc souvent il devient interface entre l'entreprise et les fonds aussi puisqu'il est placé par les fonds. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée finalement du management de transition et on a voulu l'illustrer ce matin avec des retours, des rétex, des retours sur expérience de 4 managers de transition qui interviennent très régulièrement dans les entreprises parce que le management de transition, c'est de l'opérationnel aussi et avant tout. On est au contact de l'entreprise au day-to-day. Et donc, on a voulu, avec ces rétex, vous donner un petit peu de lecture sur ce qu'est réellement le manager de transition sur une opération, sur une mission dans une entreprise quand il y a un mouvement de fond. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Mignot. Mais je t'en prie. Voilà, qui travaille, qui a un positionnement un peu particulier, donc tu vas un petit peu nous expliquer ça. Et donc chaque manager a 10 minutes à peu près pour le rétex. L'idée c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour parler un peu de la mission et 1 tiers pour les questions-réponses. Merci. Merci. Hop, je veux bien. Hop. Ah. Attends, c'est laquelle ? Donc, effectivement, moi, je viens de Société Générale. Je ne viens pas de Lideria et je vais vous parler d'expériences qui ont lieu, du coup, uniquement au sein du groupe. Alors, d'abord, le cabinet, c'est un cabinet interne au groupe. Nous sommes un peu plus de 180, à la fois consultants et managers de transition. Donc, des managers de transition, on est une bonne vingtaine. Au sein du cabinet, il y a plein de choses différentes. On peut intervenir seul ou en équipe, donc seul en tant que manager de transition ou avec une équipe plus conséquente en fonction du phasage du projet. Donc voilà, l'idée n'est pas de vous parler de ça pendant longtemps. Ici, nous sommes là pour parler des opérations du coup d'acquisition et de carve-out parce que le cabinet intervient dans les 2 cas. Sur juste un petit rappel, on a les phases de préparation de la signature, on a la phase de closing et ensuite on a la phase d'intégration. Au niveau du cabinet, on peut intervenir sur les 3 phases. Le manager de transition, il intervient généralement il peut intervenir à partir de la phase 2 et surtout sur la phase 3, la phase d'intégration, donc une phase très, très opérationnelle.
Ce que j'ai envie de partager avec vous, parce que finalement, quand l'on achète une société, que ce soit un fonds qui investit ou Société Générale qui investit pour compte propre, je pense qu'il y a des grosses similitudes dans ces opérations-là. Pour celui qui est acheté, il y a une espèce de chose, qui déstabilise de manière très très forte la structure, d'autant que sur les phases 1 et 2, on est généralement sur la culture du secret, ou en tout cas on a très peu de personnes qui sont embarquées dans l'opération. Alors que sur la phase 3, très très vite, il faut communiquer et mettre en route tout un tas de choses. Donc ces équilibres au sein de l'entité que l'on rachète, ils sont extrêmement perturbés, que l'on ait envie de perturber la cible ou qu'on n'en ait pas envie. De toute façon, ça s'impose à nous. L'équipe dirigeante en place, elle a besoin de confiance, et la confiance, elle a besoin d'être rétablie très vite de part et d'autre. Et donc, on va voir, nous, on aide également à ça. Donc, il y a des postures également à ajuster. Le groupe est souvent vu comme le gros truc avec des gens qui peuvent paraître arrogants pour la petite structure. Et la petite structure, de la même manière, elle va être vue comme très arrogante pour le groupe, parce que, mine de rien, les gens qui ont vendu leur boîte, ils ont quand même réussi une très belle opération. Donc, il y a beaucoup d'arrogance de part et d'autre, et c'est cela qu'il va falloir arriver à gérer pour que tout se passe le mieux possible. Et parce que nous sommes régulés, et donc on a beaucoup entendu parler de rentabilité sur l'étape d'avant. Nous, pour compte propre, un des trucs qui va être supra, avant même la rentabilité, avant même le pourquoi on a acheté l'entité, parce qu'on peut avoir un très bon pourquoi à un temps T, et cette stratégie, elle peut changer dans le temps, donc on peut être amené à faire d'autres arbitrages quelques années plus tard. Par contre, en supra, on va avoir l'intégration au sein du groupe en termes de sécurité et de compliance, parce que la réglementation, donc nous sommes, vous l'ignorez pas, nous sommes une banque, donc nous avons une réglementation spécifique qui s'applique au groupe, et cette réglementation, elle s'applique aux bornes du groupe. Donc même quand on achète un tout petit machin, et ben la réglementation qui pour partie ne s'appliquait pas à cette entité parce que moins de X salariés, parce que etc. Et bien cette réglementation, elle va s'appliquer de fait également à cette entité. Et donc, quand je mets de nouvelles exigences à intégrer, c'est presque un euphémisme, c'est beaucoup de nouvelles exigences à intégrer. Donc, pourquoi on a des managers de transition qui accompagnent ces phases, ces opérations-là ? Parce qu'on a besoin de sécuriser l'opération. Je pense que ça, c'est dans tous les cas de figure, pour compte propre ou pour des fonds. On veut minimiser les coûts et avoir des délais. Enfin, pour minimiser les coûts, en fait, un des leviers, ça va être d'avoir des délais de mise en œuvre qui soient le minimum possible. Donc, on vient chercher de l'expérience, on vient chercher des gens qui savent faire et qui font. Et on vient chercher également des gens qui ont du recul, parce que en tant que manager de transition, même si nous sommes internes au groupe, on n'a pas d'enjeu politique. On n'a aucune envie de prendre une place au sein de l'entité. Et on est là, et c'est ce qui fait que ce dispositif fonctionne plutôt bien. On est là pour être un peu... l'élément neutre en fait entre l'entité rachetée et le groupe. Même si on dépend du groupe, la proximité que l'on va construire avec l'entité, on devient un peu leur point de contact, parce que avoir des contacts dans le groupe c'est hyper grand, et du coup on va devenir le point de contact pour l'entité, et ça va nous permettre de bâtir de la confiance et de les aider de manière très réelle, très opérationnelle. Alors, juste pour vous parler de missions que j'ai réalisées personnellement, mais mes collègues en ont réalisé également un certain nombre, même si on ne fait pas que ça, on n'est pas 20 à faire que de l'acquisition et du carve-out.
on fait également d'autres types de missions. Moi, je vais vous parler de 2 types de missions que j'ai pu mener ces 5-6 dernières années. À la fois sur du pilotage de l'intégration pour le groupe. Donc dans ce cadre-là, je n'ai pas une fonction exécutive au sein de l'entité. Par contre, d'autres cas de remplacement managérial dans l'entité cible, où là, très clairement, on prend une fonction exécutive et généralement on fait partie du CODIR de l'entité. Donc je ne vous les ai pas indiqués là, mais je peux vous donner les noms. On a racheté par exemple Shine, c'est une entité d'ailleurs qu'on a revendue depuis, mais on l'a rachetée. Dans un premier temps, c'était une entité qui était en train d'obtenir une licence, qui ne l'avait pas encore. Et du coup, au moment où on l'a rachetée, il y avait une remédiation risque et compliance très importante à mener, parce que sur une entité jeune comme elle l'était, hein, là on arrivait juste après un fonds. L'entité, elle est suivie par la CPR qui a des exigences pour des fintechs. C'est pas tout à fait les mêmes exigences que le régulateur a vis-à-vis d'un groupe comme Société Générale. Donc, il y avait besoin de déployer de nouveaux dispositifs. Là, il y a beaucoup d'accompagnement, de la pédagogie, et puis il faut aider et illustrer les différents concepts et ce que l'on va mettre en place pour que ça devienne facile à implémenter. Sur cette entité, à la suite d'une période de remédiation qui a duré à peu près 9 mois, j'ai pris la fonction de Chief Risk and Compliance Officer, qui est donc le responsable du département Risk et Compliance. C'est une position assez importante, hein, dans ce type d'entité. Et là, on a continué à mettre en place, et surtout, j'ai sourcé l'équipe, du coup, entre guillemets, fixe, qui allait prendre la relève. Ensuite, je suis partie sur une autre entité où là, on n'avait pas fait de mission de transition lors de l'achat. Et je peux vous en parler parce que c'est public. C'est Trésor qui a vu la CPR arriver chez elle quelques mois après avoir été achetée par Société Générale. Ce qui se passe très souvent, hein, le régulateur aime beaucoup venir voir ce qui se passe dans les entités qui viennent d'être achetées, parce que l'entité qui vient d'être achetée, elle est supposée avoir des moyens importants, hein, puisqu'elle est adossée au groupe, et donc le groupe peut lui fournir les moyens qui vont bien. Donc cette entité, elle était en grande difficulté, et là, il a fallu beaucoup reconstruire. Il faut que je m'arrête. Donc voilà. Donc là, c'était une fonction exécutive. Et puis voilà, je pourrais vous parler d'autres missions. Et je vous laisse la place aux questions. Je pense que vous avez compris ce dans quoi on intervient. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette présentation exhaustive. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est tu as parlé de lien de subordination, c'est-à-dire cette distance qu'on prend par rapport à l'entreprise et qui permet un parler vrai et qui donne un champ opératif total. Et c'est souvent ce dont on a besoin pour pouvoir exprimer et faire de la performance. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Et on a besoin souvent les deux entités ne parlent pas le même langage. Et du coup, en tant que manager de transition, on est un petit peu le transmetteur. C'est-à-dire que on comprend ce que dit le groupe, parce qu'on est dedans depuis longtemps. On sait le traduire avec les mots qui vont bien pour l'entité. Et on est aussi capable de traduire ce qui se passe dans l'entité dans des mots qui vont être compris par le groupe. Et dans un groupe comme le nôtre, je peux vous assurer que cette translation, elle est constante. Elle est constante. Et même dans la documentation qu'on va pousser, qu'on va demander, si vous n'êtes pas un peu initié, ça peut être un peu déroutant. Merci beaucoup. On va continuer nos rétex et là, on va commencer à avoir des managers de transition qui viennent d'un autre univers, l'agricole, l'agroalimentaire, ce qui est cher à l'IDERIA. On est sur notre cœur business. Donc, je vais appeler Stéphane Nuelas. Bonjour Stéphane. Merci à toi d'être parmi nous. Tu as 10 minutes pour nous convaincre et nous faire poser des questions. J'ai essayé de tenir. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Donc je suis Stéphane Nuelas, j'ai un certain âge, donc je vais finir une mission bientôt, donc à la fin du mois. Ma spécialisation, c'est agro et food service normalement, oui.
et services aux entreprises. Alors donc la thématique était comment effectivement les fonds d'investissement peuvent faire confiance à des managers de transition. Donc j'ai essayé de répondre à cette thématique en prenant un exemple. Donc déjà j'insiste fortement sur le profil des managers de transition. C'est un vrai profil, hein, c'est des vrais choix souvent, et c'est des vrais profils. Donc pour nous, enfin pour moi en tout cas, dans mon intime conviction, c'est une opérationnalité immédiate. Donc ça c'est effectivement c'est ce que demandent les entreprises, c'est quand on arrive, il ne faut pas qu'on mette 6 mois à démarrer. Donc ça, c'est effectivement un profil type. On intervient souvent dans les gestions de crise, donc, qui sont souvent comme je disais tout à l'heure, quand on est au pied du mur, on n'a pas le choix. Donc la transformation aussi, l'accompagnement de transformation et le remplacement de cadres dirigeants. Alors moi, je dirais qu'il y a quand même quelques qualités, mais qui ne sont pas exhaustives dans ce tableau, parce qu'il y en a toute une ribambelle. Donc effectivement, la qualité d'un manager, femme ou homme de transition, c'est effectivement l'écoute, l'adaptabilité immédiate, l'intégration aisée. Comme vous disiez, effectivement, il faut savoir être, je dirais, à l'écoute de tout le monde, savoir effectivement être à l'aise avec n'importe qui, n'importe quelle personne, avec ses préjugés ou pas. Maîtriser son stress, parce qu'effectivement, c'est une gestion importante. L'autonomie, parce qu'effectivement, l'entreprise ne va pas vous demander de ce que vous devez faire, vous devez savoir faire. Structuré et structurant. Donc structurant, c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'on parle toujours de structure, mais il faut qu'on soit aussi structurant pour que les autres se structurent, et être organisé, et surtout sans préjugés. Donc, ça, c'est la première définition de base. Donc, être ouvert. Le savoir-faire, c'est très important, puisque les profils sont larges, les expériences sont larges. C'est des directions de business unit, d'entreprise. On sait gérer des projets, on connaît les croissances organiques, les croissances externes. On sait restructurer, parfois de façon un peu négative, mais c'est nécessaire. On sait créer de la valeur aussi, puisque dans nos expériences, on l'a fait. On accompagne les dirigeants, soit de façon, quand on était salarié, puisqu'on a accompagné les dirigeants, ou par management de transition. On sait effectivement faire les plans de financement, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et on sait faire du développement international, on sait créer des sites industriels. Enfin, ça, c'était pour une partie de mon expérience. Et là, on peut ne pas s'arrêter. Alors, pourquoi faire confiance? Alors, je continue. Donc, je vais vous prendre un exemple de réalisation, dont je ne vais pas citer les noms, ce qui n'est pas très important. Donc, société agroalimentaire, donc, qui est chère à l'IDERIA, c'est effectivement là où on s'était rencontrés. Donc, globalement, société en charcuterie, donc un milieu qui n'est pas très facile depuis quelques années, qui rétrécit. Un choix d'avoir fait une charcuterie cuite premium, donc du jambon entre cuit haut de gamme à l'ancienne. Chiffre d'affaires en décroissance régulière, donc -3, -3, puis tout le monde s'habitue au -3 en fin de compte. S'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, c'est un peu cyclique. Et puis effectivement, là, le dirigeant qui avait repris l'entreprise il y a quelques années a dit effectivement, projet stratégique, il faut que je double l'entreprise. Et tout à fait, chiffre d'affaires doublé en 5 ans à faire, et surtout pérenniser la rentabilité. Parce qu'investir, c'est pas trop compliqué, mais il faut encore gagner de l'argent. Donc j'ai pris un exemple, alors c'est mon dernier slide, j'en ai qu'un. Donc globalement, l'entreprise, je ne vais pas rentrer dans le business plan, mais on est part de la société 1, qui globalement réalisait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on a effectivement doublé en 5 ans, arrivé à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, par de la prise de part de marché, par du repositionnement de marque, par de la nouvelle technologie aussi, et effectivement donc par des gros investissements, puisqu'on est arrivé très vite à saturation de l'outil, ce qui est obligé de nous obliger à doubler en fin de compte l'outil industriel, donc de monter un plan de financement bancaire assez classique, avoir recours aux subventions européennes, parce qu'à l'époque encore elles étaient suffisamment larges, et d'étudier surtout notre retour sur investissement, puisque tout investissement industriel, surtout quand il avait 20 ans, effectivement la notion des flux, l'économie énergétique, et des flux de production. Donc, on avait un retour à peu près de 20% de retour sur investissement. Donc, j'ai mis le petit symbole du petit cochon parce qu'effectivement, c'était de la charcuterie cuite. À partir de ce moment-là, la holding qui existait, donc on a pu commencer à remonter des dividendes puisque cette entreprise arrivait à générer à peu près 1 million d'euros de BE par an. Donc environ entre 500 000 et 600 000 euros de résultats. Donc, on a remonté les dividendes dans la holding pour pouvoir, en fin de compte, continuer notre croissance, mais cette fois-ci externe. Parce que quand on a un outil qui est spécialisé en charcuterie cuite, c'est toujours difficile d'aller chercher autre chose. Donc, ne faites pas du sec avec du cuit. Donc, on était effectivement reprise une société donc numéro 2 qui, elle, faisait dans notre giron d'activité donc du plat cuisiné charcuterie, mais en conserverie. Donc, on a repris par l'acquisition sur fonds propres, parce que c'est une entreprise qu'on a achetée à la bougie, donc on a pu redresser assez rapidement par de l'organisation, comme vous disiez tout à l'heure, par de la restructuration, par de la mutualisation de moyens. On a remonté effectivement une partie des bénéfices à la holding qui effectivement s'est remise en acquisition, mais là cette fois-ci minoritaire, par la société 3 qui elle était spécialisée dans le traiteur de la mer, d'où le petit poisson. Et on reste toujours dans l'agroalimentaire,
où là, effectivement, on a fait une petite levée de fonds par la banque pour pouvoir la reprendre, parce que celle-ci gagnait pas mal d'argent et valait un peu plus cher que la deuxième. Dernière acquisition, Société 4, donc qui venait complémentaire à l'activité. Là, je vous ai mis les petits saucissons parce que c'était de la charcuterie sèche. Comme je vous disais tout à l'heure, les outils industriels ne sont pas forcément, je dirais, adaptables. Quand vous faites du sec, vous ne faites pas du cuit. Quand vous faites du poisson, vous ne faites pas de la charcuterie sèche. Enfin, donc ça, voilà, donc on a repris une entreprise qui n'était pas très très loin de chez nous dans les Hauts-de-France, où là, effectivement, c'est une entreprise qui faisait 1,5 million. Et là, on a levé effectivement plutôt, on a eu recours à la BPI, qui à l'époque avait un produit assez intéressant. Il fallait lever au minimum 2 millions d'euros et qui était en fin de compte remboursable in fine, mais effectivement, il fallait rembourser les intérêts d'emprunt une fois par an. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis de financer l'achat d'entreprise, de remettre 300 000 euros à peu près de modernisation de l'outil qui était assez obsolète et de recapitaliser pour effectivement repartir sur des futures échéances d'acquisition. Donc voilà, donc c'est cette entreprise qui faisait à peu près 25 millions d'euros, donc avec une structure comme celle-ci. Donc là, l'avantage de ça, c'est qu'après, effectivement, il a fallu intégrer sans intégrer et fusionner. Donc il a fallu mutualiser les parties des achats, parce qu'on achetait à peu près quand même la même chose, mutualiser l'administratif, la finance, c'était pas la peine d'avoir ça, parce que là, il y avait 4 logiciels informatiques pour la comptabilité. Donc voilà, il a fallu effectivement mettre un ERP commun et donc mutualiser tout ça pour gagner à peu près 500 000 euros sur les structures, puisque les forces de vente aussi ont été intégrées. Et puis sur les achats surtout, puisqu'on a gagné à peu près 800 000 euros. Voilà. Donc voilà à peu près succinctement le plan que l'on a fait. Oui. Non, alors on n'est jamais seul quand on fait. Non, je dirais que ça a duré 5 ans, à peu près entre 5 et 6 ans. Parce que là, effectivement, mais on n'est jamais seul. En fin de compte, on fait ça avec des équipes. Parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, là, il va falloir se reposer sur les équipes déjà de la structure, puisque la structure 1, effectivement, tout ce qui est partie finance, informatique, c'est elle qui structure. Donc j'avais un DAF qui était salarié. Et ensuite, après, il y a toute la partie sur effectivement les relais, les entreprises qui ont été acquises, donc reprendre les équipes, se baser sur les meilleures des performances des équipes et de former des groupes de travail pour effectivement intégrer tout ça. Ouais. Ouais. Non, mais là, c'était une de mes expériences. Alors, j'aurais pu vous citer, en fin de compte, celle que je finis là aujourd'hui, qui est celle de 2 ans, mais qui est parce que celle-là, effectivement, je trouvais que c'était la plus intéressante par rapport à l'aspect du fond, que l'autre, j'en finis une actuellement, où là, on est plutôt sur 2 ans, l'accompagnement de réorganisation, restructuration, etc. Donc là, c'est effectivement une expérience. Mais en tout cas, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que les managers de transition, en fin de compte, sont les meilleurs alliés, entre guillemets, puisque c'est la thématique, parce qu'on a une connaissance de énormément de choses. Donc moi, effectivement, j'étais salarié, là, je finis une mission, après, je m'investis fortement, complètement dans le management de transition, mais quand on prend nos parcours, en fin de compte, moi, j'ai fait à peu près entre 7 et 8 ans à chaque entreprise, et donc à chaque fois, vous avez des expériences qui sont différentes d'une à l'autre, en fin de compte. Quand j'étais directeur commercial d'une entreprise qui s'appelait Brasserie Metter, j'ai fait des fusions-acquisitions en tant que directeur commercial. Donc ce qui est important, c'est de savoir, c'est pour montrer en fin de compte à l'ensemble de l'Assemblée ce qu'on sait faire en fin de compte. C'est surtout ça. Donc effectivement, et pour finir, un manager de transition, en tout cas, c'est un tempérament. C'est quelqu'un qui apprend tout le temps en fin de compte. C'est assez parfois fatigant parce que vous êtes toujours à la recherche de vouloir connaître. Donc vous sortez totalement de vos périmètres. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, pas de souci. Bon, non, pas du tout. Oui, on applaudit, bien sûr. Merci, c'est concret. Et c'était ça aussi l'objectif de ce rendez-vous ce matin, c'était de montrer concrètement l'impact d'un manager en mission sur quelque chose de complexe. Une dernière question peut-être ? Merci. Dans le timing, parfait. Je vais appeler Laurent Monté. Voilà. Donc Laurent, tu as des slides qui sont magnifiques, qu'on a eu le temps de parcourir dimanche. Voilà. Je vais me présenter, Laurent Monté, jeune âge avancé. J'ai 25 ans de position en tant que dirigeant salarié dans trois univers, le textile, le bagage et les ingrédients dans l'agroalimentaire. J'ai basculé ensuite dans l'entrepreneuriat. Pendant 12 ans, j'ai repris une entreprise. Et puis, j'ai basculé il y a 4 ans dans le management de transition. Et je fais partie... Alors, je me focalise en fait sur des
direction opérationnelle dans des PME industrielles, sur la France, dans le secteur des biens de consommation, l'agro, si possible. Je me focalise souvent sur des situations de crise, retournement. Merci. Où il y a le côté humain qui est important et où le manager de transition prend toute son importance. Le dernier point, je fais partie d'un groupe de managers de transition à impact, donc en fait qui recherche l'intégration du développement durable dans les missions qu'ils réalisent, parce que on le voit de toute manière, je pense que vous le savez très bien, l'ESG, même si à l'heure actuelle il y a un certain vent arrière sur un certain nombre mais le mouvement est là, on le voit malheureusement tous les jours, et il faut qu'on intègre de plus en plus cette partie-là. Donc j'ai voulu prendre un cas qui est un peu particulier, c'est une mission très courte, c'est pas une mission de 5 ans. Initialement, c'était l'acquisition d'une cible en fait pour un build-up dans le domaine de l'agro. 2 sociétés, mère-fille, une usine en fait dans chacune des sociétés, même secteur d'activité, très complémentaire, à peu près 10 millions, et l'actionnaire était en fait une famille qui avait une autre activité dans le retail et qui voulait sortir vraiment de la partie reproduction. Le processus, c'est un cas classique, hein, on démarre, visite d'usine, rencontre dirigeants, étude du secteur, analyse des résultats, société saine, mais une deuxième société qui avait un questionnement sur la partie actif. On a négocié, on s'est mis d'accord sur le prix, montage du financement, on était dans la préparation du due diligence, mais le deal ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, quand on était sur la garantie d'actifs, autant la garantie de passif ne posait pas de problème, la garantie d'actifs liée en fait à la situation d'une des 2 sociétés a fait qu'en fait on s'est arrêté. Et donc commun accord avec le fonds. Et c'était un des points que je voulais mettre en valeur, c'est l'alignement qui est nécessaire entre le fonds et le manager de transition dès le départ. Il faut qu'on sache, et il faut que quelque part on ait une même feuille de route, sinon on n'arrivera pas à travailler de manière efficace. Et en fait, postérieurement, on a vu que la décision était juste parce que les 2 sociétés ont été vendues de manière séparée, et celle qui a eu des problèmes est passée par les procédures collectives, arrivée à remonter, puis au moment du Covid, en fait, a disparu. Pourquoi le manager de transition est un allié fort des fonds? Alors, je n'ai pas mis le meilleur allié, parce que la notion de meilleur est toujours un petit peu difficile. Mais par contre, un allié fort, ça j'en suis persuadé. Ça a déjà été dit, vous l'avez marqué, on a du recul en tant que manager de transition. On est indépendant, on n'a aucune volonté de chercher un job dans la cible. Et ça nous donne une position qui est très forte par rapport à ça. Il a une connaissance plus approfondie que le fonds, puisque très rapidement, il met les mains dans le cambouis. Et il y a quelque chose qu'on appelle souvent le rapport d'étonnement, qui est quand même assez intéressant, qui est, on a eu un brief, on a fait rapidement un audit qui dure 2-3 semaines, et on fait un rapport en disant, voilà, en fait, la situation telle qu'on la voit, et très souvent, et d'ailleurs, d'où le nom d'étonnement, on s'aperçoit en fait qu'entre le brief initial et la réalité de l'entreprise, il y a toujours quand même des différences qui sont assez importantes, et ça permet au fond d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie et de vraiment prendre la mesure des problèmes qui sont devant. Ça a déjà été mentionné également, il y a la partie on est un manager de transition, on n'est pas conseil, on est opérationnel, donc l'objectif c'est de très rapidement en fait mettre des plans d'action de telle manière à ce qu'il y ait les quick wins qui permettent de mettre l'organisation et de donner des signes positifs à toute l'organisation. Et c'est surtout d'avoir un plan qui soit autour d'objectifs qui soient agréés par les 2 parties. Il ne faut pas qu'il y ait de découverte au bout de 4-5 mois. Un des autres atouts des managers de transition, c'est qu'on va vite. On n'est pas là on sait qu'on a un horizon de temps qui est limité. La dernière mission que je viens de terminer il y a quelques semaines, j'avais un horizon de temps d'1 année. J'ai terminé la mission, il y avait un nouveau directeur de site qui était en place, on avait un plan d'action qui avait déjà mené pas mal de choses. Et ça nous amène en tant que manager de transition, en fait, à savoir qu'on a la notion de transmission qu'on doit inscrire dans notre plan dès le début. On est là que pour passer,
Et notre objectif, c'est lorsque l'on part, que l'entreprise soit autonome et que les équipes aient une feuille de route et soient organisées de telle manière à ce qu'elles puissent continuer. Dernier point qui est important, c'est dans l'avancement, tout ne se passe jamais comme on le veut au départ. Et je pense qu'un des atouts du manager de transition, c'est de faux semblants. On sait annoncer les bonnes nouvelles, mais on sait aussi annoncer très rapidement les mauvaises nouvelles et prendre les mesures correctives par rapport à ça. Je reviens sur le point, l'alignement dès le démarrage, il est primordial. Il faut qu'on ait une feuille de route qui soit identique, et ça permet vraiment la réussite pour le fonds d'investissement et pour le manager de transition. Merci. Alors, merci beaucoup parce que déjà tu as rappelé la notion de management de transition à impact. Donc je pense que tu as dû croiser Didier Douziette dans ta vie. Voilà, qui a été mon premier manager de transition. C'est les anciens de chez Skill Alliance, donc c'était une autre culture. Pardon ? Ouais. Donc l'alignement, bien sûr, et tout ce que tu as dit, tous les mots que tu as évoqués, c'est vraiment les mots de l'écosystème du manager de transition. Et je finis sur un point en particulier que tu as évoqué, c'est nous on fait bien la différence entre les managers en transition et les managers de transition. Voilà, parce que tu l'as dit, le manager de transition, il a une deadline, il y a une ligne d'arrivée qui existe, qui peut bouger, hein, c'est pas figé, mais en tous les cas, il n'est pas là pour rester. Donc il va garder cette liberté de parole et cette liberté d'action, alors que le manager en transition est souvent sur un cheval de Troie et il n'aura pas forcément la même attitude et du coup, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Donc merci beaucoup. On est dans le timing. Je demande à Olivier. Olivier, je le vois pas. Olivier Voisin, non. Donc non, bah, pas là. Pourtant, non. Donc on a terminé sur les rétex de managers de transition. Donc ce que je propose, c'est on pourrait faire ça, prendre quelques questions et clôturer nos travaux dans l'heure. Bonjour, donc je suis Laurence Franquiel, je dirige le département management de transition de l'IDERIA, mais ça fait 15 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé dans un très gros cabinet, puis après j'en ai créé un autre. On aurait pu faire venir un autre manager de transition qui est actuellement dans une mission, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est DG d'une société de retail dans un milieu très particulier puisque c'est de la distribution spécialisée dans le monde du jardinage et de l'horticulture et des fleuristes. Et en fait, il est arrivé dans cette mission via un précédent manager de transition qui était là simplement pour reprendre la supply chain, parce que vous savez qu'en management de transition, il y a 3 cas. Hein. Il y a le remplacement au pied levé, il y a l'attente des recrutements et puis il y a le projet, ce dont on parle actuellement. Et suite à cette mission, ont été mises au jour, mais elles étaient déjà imaginées, en tout cas anticipées par le fonds, un grand problème de gouvernance et un manque de vision totale par rapport à ce que le fonds souhaitait faire, et notamment passer d'un monde de distribution réelle à 70% et 30% digital à l'inverse, c'est-à-dire 30% réel et 70% digital. Donc notre manager de transition qui s'appelle Alain est actuellement donc DG de cette structure, et la situation aujourd'hui économique étant assez peu favorable, on va dire, il est dans une mission de retournement, et finalement la feuille de route de départ qui était de remplacer donc le direction générale et d'arriver à avoir une vision pour l'entreprise est dans l'attente d'un recrutement d'un DG spécialiste du secteur, est en train de se transformer en une mission dont on ne connaît pas bien l'issue, mais qui serait potentiellement la revente de cette société. Voilà, donc ça va durer un certain temps, et c'est une dernière mission qui est actuellement en cours avec l'IDERIA. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le monde de la transition avec ou sans les fonds. Et puis on va peut-être effectivement faire venir tout le monde et Christophe. Je ne sais pas où il est, Christophe.
parce que Christophe, c'est notre senior advisor hein, et c'est un manager senior plus. Et on va peut-être faire un petit débat avec tous les gens qui sont intervenus, tous les managers qui sont intervenus et Christophe, justement pour parler de ce métier qui date d'une vingtaine d'années maintenant en France. Enfin, c'est même pas un métier d'ailleurs, c'est un mode d'exercice de son métier. Hein. C'est un mode contractuel différent du CDI ou du CDD. Et donc, si toutes les personnes qui sont intervenues voulaient bien se rapprocher de la scène, y compris notre ami Christophe, on va pouvoir faire un petit échange. Voilà. En live. Christophe, tu veux peut-être te présenter déjà rapidement, puisque toi, on ne te connaît pas. Oui, bonjour. Donc Christophe Simon. Alors je suis senior parce que j'ai 66 ans, je le dis. Et j'ai une particularité dans la partie... je suis donc dans le pôle manager transition avec Laurence et François. Mais je suis aussi manager de transition, consultant. Moi, j'oscille. Alors, j'ai pas de casquette précise. Je fais soit du consulting, soit de la management de transition. C'est-à-dire que j'ai jamais d'intermission. Je suis toujours occupé. Et j'ai une deuxième particularité que je voulais évoquer, c'est que je suis en cumul emploi-retraite. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on arrive et qu'on peut prendre sa retraite à taux plein, rien ne s'arrête. Et au contraire, ça donne un deuxième aspect extrêmement important sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça donne encore plus de liberté de parole. Et si on s'en sert bien et qu'on est assez pertinent, là, il y a encore une confiance qui s'accroît avec les managers pour lesquels on intervient. Donc j'ai fait... je vais faire court, mais j'ai fait 6 missions en tout, principalement du retournement, avec une particularité, c'est que en fait, si j'allais jusqu'à la partie plan social, donc je gérais les plans ou les fermetures de sites, s'il y a eu, puisque j'ai fait une fermeture de site, j'ai fait 5 plans. Et après, par contre, une fois que le plan a été fait, je mettais en place un manager et je partais sur une autre mission. Moi, je suis plutôt sur le hard, je suis pas sur le soft, donc j'aime pas la routine. Donc du coup, je saute de mission en mission et j'en ai fait, depuis 2004, j'en ai fait 7 en tout. Voilà pour ma présentation. Merci Christophe. Donc je vais laisser... alors moi j'ai des questions d'animation à poser à ces messieurs et madame, mais peut-être que certains d'entre vous ont des questions justement sur l'émission, sur le management de transition, alors après je pourrais vous parler des avantages et des inconvénients si ça vous intéresse, mais on va surtout parler des avantages de ce métier. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants? Ne soyez pas timides. Bonjour, Jean-Marc Maisonnave. Moi j'ai une question. Quand vous avez franchi le pas de vos vies précédentes vers le management de transition, comment avez-vous démarré? C'est comme l'histoire du premier million pour les millionnaires. Comment avez-vous abordé la recherche et la trouvaille de la première mission? Qui veut répondre? Oui, alors on va peut-être laisser quelqu'un d'autre répondre. Quelqu'un veut répondre? Allez. C'est très simple, c'est par le réseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je vais être un peu cash, mais je supportais plus les hiérarchies. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. C'est présenté à moi une rencontre avec un DG qui m'a dit, tiens, je viens de racheter une boîte, il faut que tu la remontes. Ça t'intéresse? Oui, j'ai eu entre 5 et 10 minutes pour me décider. Et puis j'ai pris la mission. Et puis en fait, une fois que j'ai pris la mission, le retour en arrière est quasi impossible. Donc, je rajouterais, moi c'est plutôt une rétrospection sur ce que j'ai fait de ma carrière en fin de compte. Donc moi je raisonne toujours par mission. C'est pour ça que quand je regarde mon CV, moi c'est entre 3 et 5 ans ou 6 ans que je changeais régulièrement. Et donc je me suis dit à un moment, je me dis mais en fin de compte, moi je ne suis pas dans la continuité de faire rester 20 ou 25 ans dans une société, parce que je pense qu'une société à l'instant T, elle a besoin de certains profils, croissance, décroissance, etc. Et donc moi c'est vraiment mon tempérament. Moi je suis convaincu déjà que moi je raisonne à la mission. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, quand on a pris une conscience qu'on est fait pour ça,
je rejoins ce que tu viens de dire, c'est qu'à c'est une opportunité. Donc voilà, donc là je finis une sorte de mission, puisque c'était 2 ans que j'étais là, et donc je recommence une normalement en septembre, par le réseau également. Mais je pense que intrinsèquement, quand on est fait pour ça, on attire ça. Enfin, c'est d'autres valeurs un peu psychologiques, mais je pense qu'effectivement, parce que manager de transition, c'est un vrai profil en fin de compte. C'est-à-dire, voilà, c'est un vrai choix en fin de compte de vie. Mais enfin. Je veux bien rajouter quelque chose là-dessus parce que évidemment ma situation elle est différente puisque je suis salarié du groupe et voilà. Mais c'est vraiment vrai. Nous, on est un peu plus de 20 à être manager de transition. On a vu passer un certain nombre d'autres profils. Il y a vraiment cette appétence très très forte de travailler en mission, de changer tout le temps. Et ça, c'est pas tout le monde, malgré un parcours être hyper diversifié, parce que dans nos critères pour intégrer le management de transition, il y a beaucoup de critères et il faut avoir fait plein de trucs pour pouvoir accéder à cette position. Mais malgré ça, parce que j'ai vu des collègues du coup qui nous ont quittés, parce que cette appétence, elle est juste vitale. Un autre point dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais qui est vraiment très très important par rapport à d'autres parcours, c'est la non-recherche de lumière. Quand on est manager de transition, on ne vient pas là pour gravir je ne sais quoi ou obtenir je ne sais quoi. Donc il y a une certaine humilité qui est, à mon sens, extrêmement nécessaire. Et on est là en passage, on source quasi systématiquement la personne qui va faire le job de manière pérenne. Et voilà. Et je pense que ça, il faut l'avoir en soi. Il faut que ce soit quelque chose qui nous nourrisse pour enchaîner les missions. Et ça, c'est valable quel que soit le statut sur lequel on travaille. Qui nous nourrissent et qui nous préservent aussi. Parce qu'on a tendance... Enfin, c'est mon cas, je ne sais pas pour vous, mais des fois j'ai tendance à me dire moi je suis chez moi, quoi. Donc je vais faire comme pour moi. Mais c'est pas ma boîte. Juste rapidement, on a parlé manager de transition, manager en transition, ça reprend exactement ce que tu viens de dire. On est indépendant. Moi, je sais que j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j'étais déjà indépendant en ayant repris une entreprise. Et juste pour aider, il y a le réseau personnel. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même énormément de missions qui viennent via soit les fonds, soit les EMT. Et qu'il faut bâtir en réseau avec les EMT, c'est indispensable. Je vais passer la parole à Corinne, mais les EMT, aujourd'hui, on est sur un marché mature. On évalue qu'il y a à peu près 200 EMT, c'est-à-dire entreprises de management de transition en France. Donc, il y a le choix. Il ne s'agit pas de travailler avec tout le monde, mais il s'agit de travailler avec quelques-unes avec lesquelles on a un vrai contact et un vrai interlocuteur. Et quant au réseau, c'est au moins la moitié des missions que les EMT ne verront jamais passer. Donc, en général, en effet, pour un manager de transition qui commence, la première mission, c'est par le réseau. Mais moi, comme ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, il y a plein de managers de transition que j'ai fait démarrer dans la transition parce que j'ai estimé que leur profil était adapté, étant donné ce qu'ils avaient fait précédemment. Bon, je suis une ancienne DRH, donc c'était pas très difficile. Corinne. Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'effectivement, tout à l'heure, je ne me suis pas beaucoup présentée, mais il se trouve que depuis 35 ans, je fais un seul métier qui est celui de conseil en fusion-acquisition, ingénierie financière, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, j'accompagne des entrepreneurs dans la prochaine phase de développement de leur boîte. Et dans ce contexte-là, j'ai vu monter en puissance, évidemment, ce métier du management de transition, qui est devenu pour nous, conseil, je dirais des partenaires de choix. Parce que clairement, quand on accompagne une opération, que ce soit une opération de cession, une opération d'acquisition ou toute autre opération stratégique, en tout cas pour nos clients, clairement, on diagnostique assez fréquemment les manques qui peuvent exister en termes de management dans les entreprises, que ce soit pour écrire la prochaine phase ou pour restructurer ou ce genre de choses.
Et il faut savoir que pour moi, il y a un sujet qui est important dans ce métier, c'est l'interprofessionnalité, parce qu'on est un certain nombre de professionnels à intervenir dans ces moments, je dirais, de crise ou dans ces moments stratégiques pour le développement des entreprises. Et pour nous, c'est important de pouvoir compter sur effectivement des partenaires en management de transition, parce qu'on se rend compte que de plus en plus souvent, il y a un besoin de cette nature qui n'est d'ailleurs pas toujours diagnostiqué de façon efficace par nos clients. Donc on est nous aussi là pour apporter ça. Donc pour répondre aussi à la question apport de mission, le réseau, c'est aussi tous les professionnels, tous les conseils qui interviennent dans les entreprises et qui sont sensibilisés à ces sujets particuliers. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question peut-être sur les interventions, sur les missions, sur le management de transition? Oui. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nirina Razana, je suis dirigeante et coach consultante en transformation positive. Et j'avais une question justement dans votre métier, dans quelle mesure vous remettez l'humain au cœur, ainsi que le développement et l'impact durable justement au quotidien? Est-ce que vous le ressentez au quotidien? Alors, il y a deux dimensions. L'humain, management de transition. Si on n'a pas la fibre humaine, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Parce que quand on arrive, on est souvent dans des situations de crise. Et les situations de crise, la première réponse, c'est l'humain. Donc là-dessus, je crois que c'est inévitable. Il faut avoir quelques outils qui permettent de travailler, mais l'humain, c'est la base. Si on n'a pas ça, on passe à côté. La partie durable, j'en ai parlé un petit peu. Personnellement, ça fait partie des sujets qui m'intéressent fortement. Je viens de faire de la formation à 66 ans, on ne doit pas être très très loin. Et je fais partie d'un collectif qui a pour mission d'intégrer en fait la transformation durable. On n'a pas le choix. On est en retard, très en retard. Il faut qu'on intègre ces éléments-là et on a la possibilité en tant que manager de transition, surtout quand on est dans des directions opérationnelles, de sensibiliser les gens à ces enjeux et surtout de faire démarrer les entreprises dans lesquelles on est, si elles ne l'ont pas fait, sur cette route-là qui est indispensable et qui, quand on travaille avec des fonds, pour avoir des sources d'investissement, l'ESG est juste indispensable. Juste pour répondre, l'humain est indispensable. Comme je disais tout à l'heure, on le fait. Si vous êtes un bon manager déjà à la base, je ne parle même pas de management de transition, vous le faites avec les gens. Si vous êtes un mauvais manager et que vous faites pas si vous faites pas avec les gens, vous réussissez pas votre mission, quelle soit transition, CDI ou quoi que ce soit. Donc c'est avec les gens, effectivement, avec les individus qu'on réussit les missions. Et le gros avantage, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand le manager en transition, il ne fait pas de politique, il ne fait pas de gloire, il n'a pas besoin de diriger pour diriger. Ça n'existe pas dans le tempérament. Donc nous, on n'a que la volonté du succès de chacun, même dans des choses qui peuvent être compliquées, des plans de restructuration. Mais sans l'humain autour dans votre mission, il se passera rien. Le manager, il va faire une semaine, c'est tout ce qu'il va faire. Non, c'est indispensable. Après, la notion effectivement de durabilité, ça peut faire partie de plans stratégiques de l'entreprise. Donc là, on va appliquer, pour moi, je dirais la notion de durabilité où c'est une valeur naturelle, parce qu'on peut faire de la durabilité sans faire de grands plans stratégiques. Ne serait-ce que de changer, moi c'est ce que j'ai fait, changer des lampes qui avaient 25 ans et qui consommaient 350 volts, je fais un raccourci. Mais ça, c'est effectivement dans la nature de la définition du manager de transition. Il faut qu'il ait aussi cette intime conviction de notion de durabilité. Voilà. Oui, je pense qu'il y a un point quand même qui est important, c'est que, et je pense que mes collègues ne vont pas me contredire, on est peut-être aussi le seul ou la seule personne à qui le dirigeant va s'adresser et va se livrer. Quand on commence à faire une relation de confiance, j'ai appris des choses, même qui dépassent le cadre du professionnel, parce que le dirigeant, surtout en situation de crise, il voit quelqu'un à qui il peut parler, il estime, alors ça c'est bien pour nous, il estime qu'il est du même niveau, et donc du coup, et puis c'est pas ses salariés, et la solitude des chefs d'entreprise, on n'en parle pas souvent, et nous quand on arrive, si on crée ce lien,
ça peut être extraordinaire. Moi, j'ai quelques dirigeants que j'ai suivis qui sont devenus des amis à force. Mais je sais des choses. Oui, je suis même pas sûr que tout le monde chez lui sait. Mais il avait besoin de se livrer. Et on fait un peu de psychologie. Alors même si c'est pas notre formation, mais on a besoin de toute façon de créer ce lien pour être plus efficace après dans la mission. C'est très commun vraiment à toutes les situations. Enfin, en tout cas, nous, dans nos packages de formation, on a quand même de formation interne, hein, pour nous, managers de transition, on a un volet de psychologie, enfin, on va dire ça comme ça, ou de process com, ou qui est vraiment important, justement pour aider à vivre dans ce type de situation. On fait également de l'accompagnement managérial la plupart du temps, parce que, comme vous le dites, l'entité et l'équipe dirigeante en place peut se sentir un peu déboussolée. Et donc, nous, on est là, en travaillant sur cet axe de confiance, on est là pour ramener de la stabilité, parce que de toute façon, sans un tout petit peu de stabilité, il y a souvent un manque de clairvoyance avéré. Et donc, on a besoin de ramener les personnes avec une certaine sécurité psychologique pour qu'elles puissent simplement entreprendre ce qu'elles ont à entreprendre. Je vais juste compléter ce qui vient d'être dit, et pas par le côté accompagnement managérial, mais côté durabilité aussi du point de vue des compétences qui sont très importantes, parce que quel que soit le type de mission, même si c'est pas une mission projet, ça peut être simplement une mission de transition du type intérim pur, le passage d'un manager de transition va fortement et forcément faire monter les équipes en compétences. Nous, on fait beaucoup chez Leaderia de projets de direction des opérations, direction industrielle. Et donc, le passage du manager de transition a toujours comme condition et comme effet la montée en compétences techniques des équipes, et d'un autre côté le fait que les managers prennent pleinement leur rôle de managérial, puisque comme vous le voyez, les managers de transition ont souvent des cheveux blancs et ne sont pas des petits genoux. Voilà. Peut-être une dernière question avant qu'on conclue. Oui. Oui, merci Xavier de Ried. Moi, j'ai un passé de 15 ans dans les fonds d'investissement. Je suis à mon 4e LBO, et donc je recrute des managers de transition. Et la question que j'avais pour vous, il y a une très grande compétence qui est individuelle des managers de transition. Moi, la question que j'avais, c'est quand on recrute un consultant, il y a son entreprise derrière, tout le savoir-faire de son entreprise. Et le témoignage de madame était intéressant parce que vous faites partie d'une structure et vous n'êtes pas seul. Donc vous avez parlé de la solitude du dirigeant. Moi, c'est la solitude du manager de transition. Quelle est l'intégration dans les EMT? C'est-à-dire quel est le rôle d'une EMT au-delà du rôle du manager de transition? En quoi l'entreprise de management de transition vous aide ou vous a aidé dans votre mission? Quel est l'apport méthodologique, support, enfin, quel qu'il soit dans votre mission? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Merci. Alors, je vais laisser les managers parler, puis moi je vais être très honnête, hein, donc je vais laisser, comme à mon habitude, donc je vais peut-être laisser les managers donner leur point de vue. Alors, comment vous dire? En fait, non, il y a plusieurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences. J'ai eu une expérience où je suis arrivé tout seul, par connaissance, par le réseau. Donc ça, c'est plutôt ce que j'ai connu qui m'a aidé, puisque c'était le même métier. J'ai eu la chance de travailler pour un cabinet de performance industrielle qui est ici, Brice, pour lequel j'ai agi en tant que manager de transition, mais j'avais derrière toute la structure du cabinet qui me permettait de me reposer, notamment sur la mise en place des indicateurs, notamment sur la mise en place des process. Donc, je dirais que moi, j'ai fait la conduite. Alors, ma spécificité, je ne sais pas pour mes collègues, quand je prends un poste, je le prends en position de DG. C'est-à-dire que je veux avoir tous les leviers de commande. Donc, j'ai l'habitude d'être dans des missions... j'ai eu l'habitude d'être dans des missions seul,
où là, c'est plutôt ma personnalité qui fait que je préfère être seul. Et après, je m'entoure d'une équipe. Donc, je prends des gens, ou je prends des gens qui sont déjà sur place, ou je fais des recrutements et je fais de la transformation. Et en règle générale, moi, j'ai des missions alors qui sont un peu plus courtes que toi. C'est-à-dire qu'en règle générale, je ne dépasse pas 2 ans, mais je structure en même temps. Donc, j'essaye de prendre des profils qui me correspondent et que je pense vont correspondre à l'entreprise pour après. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que je fais la partie, ce que j'appelle le hard, c'est-à-dire toute la remise en place, généralement j'ai pris quelqu'un avec moi que je positionne en tant que dirigeant futur, que je propose à mes clients, et qui actuellement dans 98% des cas sont toujours en place, donc pour la suite. La société qui, comme par exemple comme Lyderia, moi c'est plutôt les relations que je peux avoir avec Laurence, puis maintenant avec François, sur de la connaissance, du croisement de réseau, des choses comme ça. C'est plutôt la vraie aide que j'ai eue, c'est quand j'ai travaillé pour Evoleance. Alors je vais prendre parce que d'abord au niveau timing, je voudrais qu'on coupe pour respecter l'horaire. Mais moi, je vais donner un élément de réponse à Xavier. Alors, on se connaît bien parce qu'on a ferraillé ensemble en manager de transition dans une COP, dans des sujets différents, mais souvent conflictuels. Directeur des opérations et directeur de la relation agriculteur. Donc, on avait pot de fleurs contre pot de terre. En transition, il y a le onboarding. Alors, on parle que de ça. Il y a le rapport d'étonnement. Et après, il y a ce qu'on appelle le triparty. Autrefois, il y avait un mot qui existait, c'était directeur de mission. On n'en parle plus. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est le directeur de mission qui assurait le tripartie entre le candidat, le MT et l'entreprise. Et ça, c'est la valeur ajoutée de la transition. Parce que voilà. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est le closing. Le closing, c'est pas une bonne bouffe, on se tape dans le dos, on a fait une bonne mission. Le closing, c'est j'ai des KPI, j'ai des indicateurs, qui reprend derrière, qui me garantit que ça continue de tourner. Et là, à mon avis, il y a eu un affaissement global de la valeur ajoutée des EMT. Nous, on y travaille beaucoup. Et on veut, cette solitude, c'est souvent celle-là. On m'a onboardé. On m'a au mieux accompagné jusqu'au rapport d'étonnement et je suis tout seul en effet. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Un dernier mot. Il faut être très honnête. Moi, j'estime pas pouvoir donner des conseils ni à Christophe Simon, ni à Madame, ni à aucun autre. Ils connaissent leur métier et leur expertise beaucoup mieux que moi. En revanche, je suis à leur écoute, moi j'appelle mes managers de transition toutes les semaines ou tous les 15 jours pour savoir comment ça se passe. Quand ça va, il n'y a pas de souci, on continue à se parler régulièrement, mais c'est moi qui provoque les points avec le client quand j'estime qu'il y a un sujet à traiter, et notamment dans le cadre de ce fonds où on a quand même été obligé de dire que la gouvernance n'allait pas du tout, même si ce n'était pas l'objectif de la mission, parce que la boîte elle allait dans le mur. Donc le rôle de l'EMT, au-delà de fournir des missions à des managers de transition, c'est quand même d'être l'oreille du manager de transition et de faire le lien avec le client. Parce que le manager, il est un peu isolé sur le terrain. Il n'a pas toujours les relations avec la direction générale, parce que la direction générale n'est pas toujours à côté déjà. Et puis parfois, il y a des sujets sensibles et il faut y aller quand même sur la pointe des pieds. Donc moi, c'est ça que je vois essentiellement. Écoutez, c'est l'heure de clôturer nos travaux ensemble de cette matinée riche. Moi, je remercie à nouveau Maximilien, France Innovation. Je remercie Corinne. Et j'ai même envie de vous applaudir parce que c'était franchement formidable d'avoir quelque chose d'aussi accessible sur un environnement qui n'est pas si simple que ça pour nous qui ne sommes pas des financiers. Je vous remercie à tous au nom de Lyderia d'avoir participé à cet événement. On est très fiers de vous avoir eu. Et Louis-Simon, que tu le veuilles ou non, c'est quand même toi qui vas clôturer et qui couvre le micro. Je te donne pas le choix. Bien, merci à tous pour votre venue. Merci à tous les intervenants pour vos partages d'expertise. Le management de transition, c'est une vraie voie de développement pour nos entreprises, pour vous aussi potentiellement. C'est une étape dans la continuité de ce que vous avez pu faire. Moi, je nous souhaite une bonne étape de networking maintenant pour ceux qui veulent continuer à partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine table ronde Lyderia sur une autre thématique, pourquoi pas l'assessment. Voilà. Et bon été à vous.